Dans le monde entier, toutes les créatures vivantes perçoivent des signaux secrets et se mettent en mouvement. La durée du jour et de la nuit, la température de l'air, le temps qu'il fait change. Tant de signes annonciateurs d'un grand bouleversement. Sur une planète en constante évolution, balayée par le cycle des saisons, la vie doit elle aussi s'adapter pour se perpétuer. La nature est sur le point de dévoiler ses miracles. Chaque été, une migration extraordinaire se produit, déclenchée par des millions de petites machines à dévorer. Gorgées de laitrons, elles vont bientôt sortir de leur chrysalide pour se transformer en une magnifique création de la nature, le papillon monarque. Génération après génération, des vagues de papillons monarques traversent les États-Unis jusqu'au sud du Canada. Pas moins de 4 générations par été. À première vue, la dernière ne semble pas différente des précédentes. Et pourtant, elle l'est. Plutôt que de s'accoupler, l'instinct lui commande d'accumuler rapidement l'énergie en se chargeant de nectar, avec une trompe en guise de paille. Cette génération vivra au moins 8 fois plus longtemps que les autres et pourra ainsi effectuer la plus longue et la plus étonnante migration du monde des insectes. En se servant des vents dominants et des courants ascendants, ces papillons parviennent à parcourir environ 160 km par jour. Fuyant l'hiver du Nord, ils volent vers un lieu que leurs arrière-arrière-grands-parents sont les derniers à avoir vu. Venus des 2 tiers de l'Amérique du Nord, ils sont un demi-milliard à partir ensemble vers le sud, jusqu'au Mexique. Un voyage d'au moins 4000 km. Seul 1 sur 5 survit au danger de cette longue route. Mais leur population est si vaste que 100 millions d'entre eux arrivent à bon port. Tous les ans, les monarques reviennent dans les mêmes petites forêts, en montagne, où leur survie est assurée jusqu'à la fin de l'hiver. Comment ces insectes de l'épaisseur d'une feuille d'arbre font-ils pour traverser tout un continent vers un lieu qu'ils ne connaissent pas? Le mystère reste entier. L'arrivée des monarques a une signification mystique. Au Mexique, c'est l'équivalent de la Toussaint. Dans les cimetières, les villageois brûlent de l'encens et des bougies pour accueillir les âmes des disparus à leur retour. Car l'arrivée des monarques coïncidant avec le jour des morts, beaucoup de villageois pensent que l'esprit des disparus revient sur leurs ailes. Dans la forêt au-dessus du village, les derniers monarques sont arrivés. Pendant tout l'hiver, ils restent suspendus, presque immobiles,
dans un demi-sommeil. Les arbres sont parfois entièrement recouverts par des dizaines de milliers de papillons. Et sous la masse totale de cette multitude de petites plumes, il arrive même que les branches cèdent. Aujourd'hui, leurs demeures d'hiver sont des réserves protégées. Et pour les écoliers du village, elles ont tout d'une forêt enchantée. Les papillons ne volent que s'il fait assez chaud, mais alors, le moindre souffle suffit à déclencher une véritable cascade. Lorsque le printemps vient, c'est bientôt l'heure du grand retour vers le nord. Pour cette génération, le moment des amours est arrivé. Les femelles mènent l'exode, emportant avec elles les œufs fertilisés au cœur de l'Amérique du Nord, mais aussi le secret miraculeusement transmis de génération en génération, qui permettra à la plus mystérieuse des migrations terrestres de se renouveler l'année suivante. Champions de la migration, les oiseaux voyagent plus loin et en plus grand nombre que toute autre créature vivante. La préparation est intense. Chez toutes les espèces, par exemple ces bernaches du Canada, les jeunes doivent suffisamment grossir pendant l'été pour pouvoir suivre les adultes en automne. Il leur faut accumuler des réserves d'énergie sous forme de graisse en vue du grand voyage. Certains sont si lourds qu'ils peuvent à peine décoller. Mais le moment venu, ils ne tiennent plus en place. Grâce à des signes qu'eux seuls perçoivent, ils savent à quel moment le temps et les vents leur sont les plus favorables. Des signes qui les poussent irrésistiblement à prendre leur essor, offrant alors l'un des plus beaux spectacles de la nature. Voyageant le plus souvent hors de la vue, les oiseaux migrateurs sont depuis toujours un véritable mystère pour l'homme. Aujourd'hui pourtant, grâce à des radars utilisés dans l'aéronautique ou en météorologie, on a pu en apprendre davantage sur cette migration. Les chercheurs ont confirmé que la plupart des petits oiseaux voyagent de nuit et que beaucoup d'espèces économisent leur énergie en se laissant porter par les vents violents ou les courants dominants. Grâce au radar, on a pu mesurer la vitesse de vol, les routes de migration et l'importance des populations. On a également découvert que les oiseaux migrateurs sont bien plus nombreux qu'on ne le pensait et parcourent des distances qu'on n'imaginait même pas. Chaque année, 5 milliards d'oiseaux quittent l'Europe pour le cœur de l'Afrique
et ils sont autant à traverser l'Asie et l'Amérique. Ils disposent, pour s'orienter, d'un arsenal de techniques remarquables. Au départ, c'est l'instinct qui les met dans la bonne direction. Puis, lorsque c'est possible, ils utilisent des repères au sol. En l'absence de repères, ils recourent aux boussoles que la nature met à leur disposition. Beaucoup se basent sur la position du soleil. Quant aux milliards de voyageurs nocturnes, ils retrouvent l'ouest grâce au coucher du soleil au moment de l'envol. La nuit, ils sont à l'abri des prédateurs et se fatiguent moins, car l'air est plus doux et plus frais. Mais ils doivent alors trouver leur chemin dans l'obscurité. Comme les navigateurs d'autrefois, ils se servent des étoiles comme compas et se repèrent grâce aux constellations. Enfin, si des nuages obscurcissent le ciel, ils disposent pour les guider d'une boussole magnétique interne. Il arrive parfois que le champ magnétique de la Terre soit visible sous la forme d'une aurore boréale, mais exclusivement la nuit dans un ciel polaire. Certains oiseaux ont dans la tête une substance magnétosensible grâce à laquelle ils perçoivent le champ magnétique de la Terre qu'ils utilisent alors comme une véritable carte du ciel. Dotés par la nature d'un remarquable arsenal de navigation et utilisant tous les repères possibles pour s'orienter, les oiseaux sont les plus grands navigateurs du règne animal. Les eaux froides du Pacifique septentrional, riches en éléments nutritifs, constituent une réserve alimentaire pour les mammifères marins. Mais quand l'hiver arrive, beaucoup des animaux quittent les lieux, guidés par l'une des principales motivations des migrations, s'accoupler et mettre bas en sécurité dans des eaux plus chaudes. L'instinct qui pousse les baleines grises à partir est si fort que leur voyage est le plus long jamais entrepris par aucun autre mammifère. Nageant jour et nuit, sans même se nourrir pendant 2 mois, elles vont ainsi parcourir les quelques 8000 km séparant l'extrême nord de l'océan Arctique du sud du Mexique. Elles se repèrent, même dans les eaux les plus sombres et les plus troubles, grâce à un système très simple de sondeurs. Comme les sous-marins, la plupart des baleines émettent et reçoivent des ultrasons et obtiennent ainsi une image acoustique approximative des fonds marins. Voyageant près des côtes, elles sortent juste la tête de temps en temps, comme pour localiser des repères terrestres familiers. Et pour maintenir le cap, il leur suffit, lorsqu'elles font route au sud, de toujours garder le bruit des vagues sur la gauche et sur la droite lorsqu'elles reviennent au nord. À l'aller, les femelles gravides voyagent en tête afin d'atteindre le Mexique avant de mettre bas. Mais hélas, elles n'arrivent pas toujours à temps. Les sauveteurs du comté de Los Angeles ont été les premiers à atteindre le baleineau gris de 4 mètres de long. Selon les experts, il s'agit d'une femelle âgée de moins d'1 semaine, comme le montre son cordon ombilical encore partiellement attaché. La mère, qui a sans doute trop tardé à partir au sud, a ainsi accouché en route de ce baleineau désormais orphelin, qui souffre de déshydratation et de malnutrition. Les sauveteurs essaient en ce moment même de sortir le baleineau de l'eau pour le transporter à la clinique vétérinaire de SeaWorld à San Diego, à 2 heures de là. J'avais le sentiment qu'il me fallait aller aussi vite que possible, aussi vite que mon camion le pourrait. Je savais que le temps était compté. Et puis la police fonçait devant et ouvrait la route pour laisser passer la baleine.
La première fois que je l'ai vue, j'ai cru qu'elle était morte. Nous voyons des animaux comme ça très souvent, et la majorité d'entre eux sont déjà morts à l'arrivée, ou meurent en très peu de temps. Ils l'ont baptisée Gigi et ont aussitôt commencé à lui dispenser des soins 24 heures sur 24. Ils ont dû apprendre au plus vite à remplacer une maman baleine. Dès que le lait chaud a atteint son estomac, elle s'est calmée. Comme si elle avait compris que nous étions là pour l'aider. Elle était encore dans un demi-coma, et je pensais à ce moment-là qu'elle n'avait pratiquement aucune chance de survivre. Elle était vraiment dans un sale état. Le sort de Gigi dépend désormais des hommes. Pendant ce temps, la plupart des baleines gravides ont atteint les eaux chaudes et protégées des lagons de Basse-Californie avant d'arriver à terme. La régularité de leur migration faisait d'elles autrefois des proies faciles pour les baleiniers. Aujourd'hui, elles sont accueillies comme des stars par des fans qui rêvent de toucher une vraie baleine. Pour les protéger, la loi interdit aux bateaux d'approcher. Mais rien n'empêche les baleines de s'approcher des bateaux. C'est justement pour vivre une telle rencontre que Sherry Bonder, naturaliste, et sa fille sont là. Ma fille, Sélénita, la petite sirène, a un contact particulier avec les baleines. Lorsque je suis arrivée là-bas, c'était... Waouh! Il y en a une qui s'est dirigée droit sur nous et j'ai demandé « Qu'est-ce qu'elle fait celle-là ?» Regarde maman! Regarde son œil. Elle semble nous regarder très attentivement. Je me demande souvent à quoi elle pense lorsqu'elle nous voit les observer. Plutôt timides, la plupart des baleines gardent leur distance. Mais certaines sont curieuses. Parfois, une maman baleine emmène son petit jusqu'au bateau, comme si elle voulait le présenter aux spectateurs. Grâce au statut protégé des lagons, les baleineaux ne sont pas chassés. Les petits restent ici environ 2 mois, jusqu'au sevrage. Ils tètent jour et nuit et grandissent très rapidement. Ils peuvent doubler de volume pendant ce laps de temps. À la naissance, ils font à peu près 1 tonne pour 4,50 m. Les mères leur apprennent à nager dans des sortes d'écoles de natation. Elles les font nager contre la marée pour qu'ils musclent leurs nageoires avant de repartir vers le nord. J'avais très envie de toucher une baleine. Je disais, j'espère que je pourrais la toucher. Et tout à coup, alors que j'avais la main dans l'eau... Je l'ai touchée! Elle ressort le nez, là! C'était comme un miracle. À la fin du printemps, lorsque leurs petits seront suffisamment forts, ils entameront leur premier grand voyage, guidés par leur mère, pour aller goûter les joies des mers polaires. À près de 500 km de là, au nord, Gigi est elle aussi prête à migrer. Elle engloutit désormais plus de 200 kg de fruits de mer par jour. 14 mois après son sauvetage inespéré, notre orpheline a presque atteint sa taille d'adulte. Poussée par un instinct stupéfiant, elle se presse dans le coin nord-ouest de son bassin, visiblement impatiente de rejoindre les siens pour leur voyage vers le nord. Elle ignore encore qu'il ne lui reste plus que 2 semaines d'attente avant de les retrouver.
C'est dans la petite île de Christmas Island, à plus de 1500 km à l'ouest de l'Australie, dans l'océan Indien, qu'a lieu l'une des migrations les plus étranges. Chaque année, au début de la mousson, la saison des pluies et le cycle lunaire se combinent pour susciter le besoin de se reproduire chez certaines espèces qui émergent de la forêt comme des monstres dans la nuit. « 100 millions de crabes rouges commencent alors leur marche annuelle vers la mer afin de s'accoupler et de pondre. Les quelques 1000 habitants de l'île ont mal choisi l'emplacement de leur demeure, située au beau milieu de la plus grosse route de migration. Heureusement, ces crabes sont inoffensifs et les insulaires ont fini par adopter vis-à-vis d'eux un statu quo amical. Après un voyage de 3 semaines, les mâles sont les premiers arrivés au rivage, où il leur faut escalader des falaises calcaires déchiquetées, tout en subissant les assauts d'une mer en furie. La nature elle-même semble parfois tendre ses pièges. Sur des terrasses, au-dessus des falaises, les mâles préparent des terriers en attendant les femelles. Lorsqu'elles arrivent, quelques jours plus tard, elles vont vite se baigner afin de récupérer l'hydratation perdue pendant le trajet. Et peut-être aussi pour ôter la poussière du voyage ou se refaire une beauté. Une fois fraîches et disposes, elles se dirigent vers les terriers où elles sont saisies par les mâles dans une étreinte amoureuse. Après l'accouplement, les mâles repartent vers les forêts au cœur de l'île, abandonnant les femelles à la protection des terriers où les œufs désormais fertilisés se développent. Les femelles savent exactement à quel moment du cycle lunaire elles doivent aller au bord de la mer. La grande marée du dernier quartier de lune est sur le point de monter. Transportant chacune jusqu'à 100 000 œufs, les femelles avancent vers les vagues et se déchargent de leur fardeau dans la marée descendante.
Pendant 3 semaines, les jeunes qui sont encore des larves marines restent dans la mer. Lorsqu'ils ressortiront, ce seront des bébés crabes. Mais les adultes ne peuvent plus nager. Les mères, au péril de leur vie, mettent les œufs à l'eau. Celles qui se font emporter par les vagues se noient. Une fois leur mission accomplie, les survivantes retournent vers les forêts, laissant le destin de la nouvelle génération aux mains des courants et des prédateurs marins. Dans les savanes d'Afrique orientale, migration est synonyme de promesse de vie et de menace de mort. Ici, la vie est une perpétuelle confrontation entre les chasseurs et les chassés. Mais la survie est aussi assurée par le rythme des saisons. Tout au long de la saison humide, zèbres et autres ruminants se nourrissent d'herbes grasses et d'eau en abondance. Pour eux, comme pour ces citelles, c'est une période faste. Mais bientôt, les plaines s'étiolent sous l'effet de la sécheresse et la vie change, celle des prédateurs comme celle de leurs proies. Pour 200 000 zèbres, il est temps de partir vers le nord. Les zèbres, souvent les premiers à migrer, sont ensuite rejoints par plus d'1 million de gnous. C'est la plus grande de toutes les migrations d'ongulés. Les deux espèces assurent leur sécurité grâce au nombre et à une vigilance mutuelle de tous les instants. Les alertes des uns valent pour les autres. Mais il existe une autre menace. Les feux de prairie dévorent la savane, aussi sèche que de la madou, signe que la sécheresse progresse inexorablement. C'est désormais la soif qui commande tout. Les troupeaux prennent tous les risques, allant jusqu'à boire à côté des crocodiles. Prudents, les zèbres fuient la menace. Mais un jeune gnou ne sent pas le danger approcher. Les riches prairies du Nord enfin atteintes, les zèbres affrontent la dure réalité de l'Afrique. Ils ne sont nulle part en sécurité. La hyène s'attaque rarement aux adultes. Cette mère s'est laissée entraîner au loin pour défendre son petit, sans se rendre compte que d'autres hyènes arrivaient par derrière. Aussitôt, le père galope à la rescousse.
ce petit zèbre a seulement frôlé la mort de près. Mais tous n'ont pas la même chance. Pour les animaux carnassiers, les zèbres sont de véritables festins, la garantie de leur propre survie dans ce monde brutal. Beaucoup de petits mourront, mais les survivants vont gagner en force. Et un jour, ils galoperont à leur tour à travers les plaines d'Afrique lors des prochaines grandes migrations. Dans les prairies, aux côtés des troupeaux migrateurs, on trouve des ruminants qui ont évolué d'une toute autre façon. Leur destin est étroitement lié à celui d'une autre espèce qui s'est elle aussi développée là. Autrefois migrateurs saisonniers, sur les traces des troupeaux qu'ils chassaient, certains hommes d'Afrique devinrent, il y a bien longtemps, gardiens de troupeaux domestiqués. Une fois disparu le besoin de chasser les zèbres, ces populations se sédentarisèrent. Aujourd'hui, comme bien d'autres peuples sur Terre, les Maasai et Datoga se contentent d'accomplir quotidiennement le trajet des enclos au pâturage. Mais il subsiste en Afrique orientale quelques tribus qui vivent toujours au rythme des saisons. Les Hadza, par exemple, ne possèdent ni abri ni bétail pour les retenir. Avec des outils et des armes rudimentaires, ils ont préféré continuer à chasser les troupeaux sauvages. Ils sont les rares survivants des tribus qui ont quitté ces plaines il y a 100 000 ans et se sont embarqués pour ce qui devait devenir l'une des plus grandes aventures de l'histoire. La migration des ancêtres de l'homme moderne. Leur maîtrise du feu, des armes, des outils et des vêtements leur permettait de survivre pratiquement partout. De petites troupes de chasseurs quittent l'Afrique pour s'aventurer partout dans le monde. Il ne s'agit plus de trajets saisonniers avec retour au point de départ, mais d'une migration droit devant soi, qui s'est étalée sur 4000 générations. Une migration qui allait les mener jusqu'au bout du monde. Et puis, le temps d'un clin d'œil géologique, notre espèce, avec ses technologies, a radicalement changé la surface de la Terre. L'incroyable réussite de l'homme a obscurci les vies et coupé la voie à beaucoup d'autres espèces. Mais aujourd'hui, nous avons enfin fini par comprendre que notre propre existence est étroitement liée à celle des êtres qui nous entourent. Les chasseurs que nous étions autrefois laissent peu à peu la place à des protecteurs. Nous ne pouvons pas vraiment espérer bien connaître les animaux dans leur propre milieu. Mais il arrive parfois que l'un d'eux traverse les frontières de notre monde et nous émeuve. L'heure est venue pour Gigi de rentrer chez elle, de rejoindre les siens, alors qu'ils se préparent à entamer leur grande migration de retour vers le nord.
Son histoire a fait la une des médias et son sort a inquiété des millions de gens. La voici maintenant ramenée chez elle. Parfois, une seule créature que l'on apprend à connaître peut devenir le symbole de son espèce. Et par les soins que nous lui apportons, nous exprimons notre intérêt pour la nature qui nous entoure. Sur la petite île Christmas, des millions de bébés crabes rejoignent le rivage, menant ainsi à terme la migration de leurs parents. Ils entament maintenant la leur, depuis la mer où ils ont grandi jusqu'aux forêts où vit leur espèce. Sur tous les continents, dans les marais et les lacs, des vagues triomphantes d'oiseaux se posent. Ils sont des milliards à atteindre enfin le terme de leur voyage. Dans un monde perpétuellement en mouvement, la vie doit elle aussi bouger pour s'affirmer. Ainsi, saison après saison, espèce après espèce, miracle après miracle, les voyages épiques continuent.